Je remercie effectivement les organisateurs de la soirée d'avoir proposé qu'un élément impur, qui n'est pas vétérinaire, puisse être présent, parce que je pense effectivement pour ce mode de réflexion, c'est vrai pour toute la santé, mais c'est encore plus vrai pour l'antibiorésistance. Ce qui est intéressant, c'est une approche décloisonnée et pas une approche limitée à telle ou telle espèce ou à tel ou tel modèle ou consommateur. Je vais parler d'antibiorésistance et pourtant je vous montre un oiseau qui a ingéré trop de plastique et qui en est mort. Parce que je voulais rappeler en tout début à quel point est-ce qu'on est sur des schémas parallèles en ce qui concerne le pétrole, le réchauffement climatique, le plastique et les antibiotiques. À chaque fois, on a découvert un produit extraordinaire. À chaque fois, on en a fait un usage énorme et qui a permis d'augmenter le standing des populations et la survie des populations. Mais en même temps, on a considéré que c'était une ressource à la fois inépuisable et qui ne posait aucun problème et avec laquelle on pouvait se conduire avec désinvolture. Or, maintenant, on est en train d'avoir le retour de bâton de ces différentes ressources qui ne sont pas aussi belles, pas aussi inépuisables, pas aussi faciles à traiter avec des involtures que ce qu'on pensait. Le plastique, le pétrole, les énergies fossiles plus généralement et l'antibiorésistance. Et avec un petit peu de provocation, je pouvais même appeler peut-être mon topo une pré-nécrologie. Ça dépendra si on est pessimiste à la fin ou optimiste à la fin. En tout cas, arriver à se sortir de l'engrenage fatal de l'antibiorésistance dans lequel les prescripteurs humains, mais aussi pour les humains, mais aussi vétérinaires se sont engagés, va être très compliqué. Et comme pour le pétrole, comme pour le plastique, ça viendra d'un effort gigantesque. Je suis quand même peut-être relativement optimiste. Un mot pour positionner un peu le problème. D'où viennent les antibiotiques ? Vous le savez sûrement en partie, ils viennent tous des champignons. Pas tous, la grande majorité. C'est la guerre dans la pelouse. Les bactéries veulent manger les champignons ne veulent pas. Donc les champignons ont mis au point des armes pour se défendre contre les bactéries. Et l'être humain a commencé à les identifier, et en particulier en partant d'un champignon qu'il connaissait bien, le Penicillium du Gorgonzola. Et différents chercheurs s'y étaient intéressés, par exemple M. Tiberio, qui effectivement publie des travaux sur le pénicillium et qui arrive à extraire du pénicillium un composé qui tue les bactéries. M. Duchesne, un peu plus tard, un Lyonnais, qui avec un pasteurien identifie le fait qu'on ne peut pas faire pousser en même temps des champignons et des bactéries. Il appelle ça la concurrence vitale. Lui aussi, il utilisera le pénicillium. Il va publier sa thèse. Tout le monde s'en fiche, alors qu'il avait commencé à traiter des lapins de façon intéressante avec les extraits fungiques. Un peu plus tard, un nouveau rendez-vous manqué, peut-être, c'est Fleming, qui constate effectivement en 1928 qu'une de ces cultures de staphylocoque contaminée par un champignon ne pousse pas autour du champignon. Comme ce champignon est un pénicillium, selon la légende qui donne d'un camembert, d'un sandwich au camembert, comme ce champignon est un pénicillium, il dit ce champignon doit produire une pénicilline, je vais l'extraire, et je vais m'en servir comme désinfectant. C'est dommage, ça ne marche pas très bien comme désinfectant les antibiotiques. Rendez-vous manqué encore, donc. Et 10 ans plus tard, c'est la guerre. Il y a de nombreux blessés, il y a de nombreuses infections à traiter, il y a un énorme effort, en particulier sur la côte est américaine, qui est mis en œuvre. Et cet énorme effort permet d'identifier des champignons qui produisent suffisamment de pénicilline pour traiter des êtres humains. Et on va se retrouver, à partir de ces expériences initiales, à cultiver des champignons dans des hangars gigantesques pour pouvoir disposer de suffisamment de produits antibiotiques produits par les champignons, jusqu'à ce qu'à un moment, les personnes qui s'occupent de bière disent « mais finalement, si vous voulez faire pousser les champignons, il y a des méthodes un peu plus intéressantes. Il vaut mieux, par exemple, utiliser des grandes cuves, comme celle-ci de Merck. » Et à ce moment-là, on dispose effectivement de molécules qui vont permettre de sauver les soldats blessés, mais aussi de traiter la syphilis et bien sûr toutes sortes d'autres infections. On a compris que les champignons, en particulier du sol, produisaient des antibiotiques, et derrière, il va y avoir une énorme vague de découvertes de 1940 à, disons, 1990 d'antibiotiques. Et la grande majorité de ces antibiotiques vont venir des champignons. Et au bout d'un moment, c'est le cas maintenant, on est plutôt sur une diminution. C'est dommage, parce qu'en même temps qu'on découvre moins d'antibiotiques, il va y avoir des résistances qui vont émerger. Ces résistances, elles sont liées en particulier au fait que nos molécules antibiotiques sont des vieux machins. C'est la guerre dans la pelouse, les champignons produisent ces armes depuis des centaines de millions d'années. Donc les bactéries connaissent nos antibiotiques depuis des centaines de millions d'années, et donc les bactéries qui vivent dans la pelouse
elles sont facilement résistantes, voire naturellement résistantes. Les bactéries qui vivent dans notre gorge, par exemple, ou notre tube digestif, elles, à la base, sont beaucoup plus sensibles. Et on peut effectivement faire un peu ce paradigme. Il y a les bactéries très virulentes, très dangereuses, mais très sensibles aux antibiotiques à la base. Le méningocoque, les bactéries des méningites ou des pneumonies, la syphilis. Très peu de résistance à la base. À l'inverse, il y a des pathogènes faiblement pathogènes qui vivent dans la pelouse et qui ne sont capables d'exprimer leur petite virulence que dans des circonstances très particulières. C'est des germes opportunistes. Eux, ils sont naturellement multirésistants parce qu'ils cohabitent avec les champignons depuis des centaines de millions d'années. Et après, il y a des germes auxquels, honnêtement, je ne comprends pas grand-chose. Par exemple, pourquoi la bactérie qui fait la toxine botulinique ou la bactérie qui fait la toxine tétanique produisent ces molécules. Ça ne leur sert à rien au quotidien, dans leur petite vie pépère dans la pelouse. Pourtant, elles le produisent. En tout cas, ce qu'on a vu progressivement, c'est à force de prescrire n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quelle dose, pour n'importe quelle raison, les résistances du deuxième groupe ont pu se transmettre progressivement au premier groupe et où le premier groupe a pu développer des résistances. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, monter les résistances du staphylocoque, en bleu, même si depuis quelques années, c'est heureusement en diminution. On a pu voir monter de façon dramatique les résistances des entérobactéries, c'est en rouge, et ça pose des problèmes très importants. On voit même des bactéries presque résistantes à tout, qui produisent des molécules qui détruisent nos antibiotiques et qui mettent les patients en danger et les médecins en échec, et qui sont en augmentation exponentielle. Quand j'étais petit au siècle dernier, jeune interne, il y avait une souche au Japon. Maintenant, il y a 40 souches ou 50 souches par an à Grenoble. On l'a vu pour ces entérobactéries. On a évoqué tout à l'heure la tuberculose. C'est vrai aussi pour la tuberculose. On a ce double mouvement de moins en moins de nouveaux médicaments trouvés en bas, la frise du bas, et de plus en plus de tuberculose multirésistante dans différents pays. Et pourquoi est-ce que ça monte ? Encore une fois, essentiellement parce qu'on fait n'importe quoi. Toute antibiothérapie génère des résistances. Toute antibiothérapie en particulier génère des résistances dans le tube digestif. Quand on prend un antibiotique pour le poumon, on va certes tuer la bactérie du poumon, mais on va essentiellement modifier la bactérie du tube digestif, ou la bactérie de la flore buccale, ou la bactérie de la flore vaginale, et on va générer des résistances qui vont pouvoir rester. Ce lien entre prescription et résistance, il a été très bien montré pour plein d'antibiotiques. Et par exemple, ça c'est en Europe, en abscisse, la consommation de pénicilline en ordonnait la résistance. Et vous voyez qui c'est les champions, c'est la France tout en haut. En bas, les gens qui ont peu de résistance, c'est pas parce que chez eux les gens meurent de pneumonie, c'est juste parce qu'ils font moins de mésusage. On a vu la même chose avec les macrolides. Là aussi, la France championne du monde, d'Europe, entre je prescris trop, donc j'ai beaucoup de résistance. Ce jeu de ping-pong, c'est-à-dire on pense être les meilleurs, mais les bactéries nous résistent, il est nulle part plus visible peut-être qu'avec la grande famille des bêta-lactamines à laquelle appartient la pénicilline. On sort entre guillemets la pénicilline dans les 40. On pense que c'est la fin des infections. Mais les bactéries produisent des pénicillinases, des enzymes qui détruisent les pénicillines. On se dit, je vais créer des céphalosporines, extraites d'un champignon aussi. Mais les bactéries sortent des céphalosporinases, et même elles sortent des céphalosporinases hyperproduites, qui détruisent nos antibiotiques. Et elles sortent même un anti-antibiotique, un enzyme catastrophique qui détruit ces deux familles, les BLSE, bêta-lactamase à spectre élargi. On se dit, 1978, j'ai le bazooka, l'arme absolue, les carbapénèmes, une famille qui est active sur presque toutes les bactéries. Mais très vite, les bactéries sortent des carbapénémases. Et ce jeu de ping-pong, on va le perdre jusqu'au bout. Si on se croit les plus forts et si on pense qu'on peut continuer à consommer des antibiotiques comme on le fait maintenant, on va dans le mur. Il y a des pays qui ont essayé de faire baisser leur consommation, c'est les pays qui sont en bleu. Ça nécessite un travail politique, pédagogique, auprès des praticiens déjà en place, auprès des étudiants, extrêmement long, fastidieux, en quelque sorte pour désintoxiquer les gens des antibiotiques, les gens, les patients ou les médecins, avec ces différentes campagnes. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Les antibiotiques donnés à tort, ils seront moins forts. Mais vous voyez que ce gros travail, il n'est pas bien fait ailleurs, et en particulier dans des pays
gros consommateurs, mais avec un pouvoir politique faiblement actif sur ce point, la Chine, l'Inde, le Brésil en particulier, chez qui se concoctent des microbes tauto-résistants absolument incroyables. Et à ce sujet, l'OMS a dit, attention, la résistance aux antibiotiques en 2050, c'est grave. Si on compare différentes causes de mortalité, le cancer, le diabète, ce qui va l'emporter, c'est 10 millions de morts par an liées aux résistances aux antibiotiques. Et ça va être une épidémie multicontinentale, mais en particulier en Afrique et en Asie. Et message pour certains décideurs aussi, ça va nous coûter des milliards de milliards en produits intérieurs bruts. Ça va être très compliqué d'essayer de réverser ce processus où on est tellement content de prescrire un antibiotique parce qu'on se sent fort, on se sent actif, on se sent savant, on a l'impression d'être actif avec un couteau sur la bactérie en train de commettre son méfait. Et en fait, on génère des résistances, et donc si on prescrit mal son antibiotique, ça va mal se passer. Et il y a eu plein d'initiatives, des initiatives auprès de l'OMS pour essayer de faire un plan d'action pour combattre la résistance aux antimicrobiens, en essayant de varier, de diffuser ce plan sur la santé humaine, sur la santé animale à différents points, réduire les infections, réduire les prescriptions, mieux former les personnes, améliorer les diagnostics, et un plan européen aussi, dans ce cas de One Health, comme on appelle maintenant cette notion, mais qui n'est pas une notion très récente, en tout cas de traiter au niveau européen aussi, par des initiatives, le problème de l'antibiorésistance, et au niveau français aussi, il y a des initiatives tout à fait concrètes qui sont mises en route auprès des praticiens, auprès de la population, auprès des pharmaciens, auprès des vétérinaires, auprès des étudiants, pour essayer de les sortir en quelque sorte de ce côté parfois un peu pavlovien de l'antibiothérapie qu'on prescrit trop à n'importe qui, à n'importe quelle dose, pour n'importe quelle durée et pour n'importe quelle raison. Sur cette diapo, on voit en deux frises. En haut, la frise des antibiotiques, leur découverte et l'apparition de résistance qui pose de plus en plus de problèmes, la croix. Et en bas, c'est les vaccins. Les vaccins, c'est dommage qu'ils soient mal aimés, en particulier des Français, parce que les vaccins, ils ne rencontrent pas du tout les mêmes problèmes de résistance. Certes, maintenant, avec les sous-variants d'Omicron, on a des vaccins un peu moins efficaces, mais ça n'a rien à voir avec ce que génèrent comme résistance les antibiotiques. En tout cas, si on continue à faire n'importe quoi avec les antibiotiques en s'en servant trop, et n'importe quoi avec les vaccins en s'en servant mal, encore une fois, on va dans le mur. Et on dit souvent aux jeunes praticiens, aux étudiants, qui sont la génération d'après, après le peak oil pétrolier, l'apparition du continent de plastique, après l'établissement du réchauffement climatique, qu'on connaît depuis 40 ans, mais comme ce n'était pas pénétré dans la population, on pouvait encore le nier, après le trou dans la couche d'ozone, je pourrais dire aussi post-MeToo, après l'établissement donc de la multirésistance bactérienne. Et donc il y a deux destins possibles, soit on continue à être irresponsable, on réchauffe la planète, on consomme n'importe comment le plastique, et on fait n'importe quoi avec les antibiotiques chez l'humain et chez l'animal, et par ailleurs on gère mal l'hygiène hospitalière, et comme on n'a pas de nouveaux antibiotiques, on va mourir beaucoup plus d'une infection urinaire. Soit, et ça va être difficile, on va arriver douloureusement, longuement, par collaboration et par décloisonnement en termes d'approche, à cultiver le bon usage. Et pour ça, il faudra une volonté politique. Et on espère que l'engagement politique actuel qu'il y a en France et plus largement en Europe se retrouve un peu partout. J'espère que je vous ai fait peur. C'était mon but. Merci.